Bien. Alors aujourd'hui, voilà, hein, petite conférence sur, l'histoire de la Perse ancienne. Alors, comme je disais, on change un peu de période et de cadre géographique pour nous diriger en Perse ancienne, donc de la période achéménide à la période sassanide. Alors, vous l'avez compris, hein, nous allons donc couvrir une très longue période et avant toute chose, je pense qu'il faut faire une petite introduction géochronologique pour, ça me paraît essentiel, hein, parce que je ne pense pas que tout le monde ici soit renseigné, sur l'Iran ancien. Alors quelques références bibliographiques sur le sujet. Alors, pour les anglophones, nous avons premièrement la Cambridge History of Iran, on pardonnera l'accent, hein, qui nous raconte en 8 volumes l'histoire de l'Iran, donc de la proto-histoire à la République, islamique actuelle. On a aussi, hein, le livre paru aux belles lettres de Philippe Luys, alors dans le Guide des civilisations. Alors c'est, un livre, donc qui traite de la Perse antique, donc des époques achéménides jusqu'à l'époque sassanide, à peu près la même, qui oui la même les mêmes bornes chronologiques que pour cette conférence, donc c'est en soi la référence sur les empires perses dans l'Antiquité, puisque elle couvre, donc certes très sommairement, hein, tous les aspects de la civilisation perse, donc politique, commerciale, religieux, même la vie quotidienne, mais c'est aussi un livre qui est très axé sur la linguistique, donc sur les langues qu'on parlait, donc principalement l'araméen, aussi le vieux perse, le moyen perse, l'avestique qui est la langue de l'Avesta, on y reviendra. Et enfin, on a le dernier, livre que je vous propose ici, donc c'est le livre de Pierre Briand, donc Histoire de l'empire perse de Cyrus à Alexandre, paru en 96, et ce livre-là, c'est un pavé, hein, il se centre principalement sur la période achéménide. Il est extrêmement complet, je recommande la lecture, hein, pour ceux qui veulent se familiariser avec la période. Vous en sortirez quand même assez grandi, hein, de cette lecture. Alors, je vais pas trop m'attarder sur la période séleucide dans cet exposé. D'une part, car vous pouvez retrouver mon exposé sur YouTube, hein, j'avais fait un exposé pour ceux qui s'en rappellent sur les Séleucides et sur Antiochos IV. Il est aussi disponible, je crois, alors là sur la chaîne YouTube, mais à confirmer. Et aussi, je vais pas m'attarder sur les Séleucides parce qu'à la différence, des autres dynasties, les Séleucides ne se sont pas donné une identité perse pour gouverner puisqu'ils sont macédoniens d'origine. Alors tant que nous y sommes, parlons aussi des sources. La plupart des récits sur la Perse que nous avons conservés ne sont pas écrits par des Perses et nous donnent un regard extérieur sur cette civilisation. Donc vous l'aurez deviné, je pense principalement aux récits d'Hérodote, dans une moindre mesure de Thucydide, mais surtout, de Xénophon, hein, qui nous conte l'expédition, des 10 000, hein, le récit de l'Anabase, donc ces 10 000 mercenaires grecs engagés, pour placer l'usurpateur Cyrus le Jeune sur le trône de Perse. Et les récits des historiens perses ont été perdus ou ne se trouvent qu'à l'état de fragments. Alors je pense notamment à ce Bérose, hein, historien babylonien de l'époque hellénistique, et auteur d'une histoire de la civilisation babylonienne, et qui est d'ailleurs aujourd'hui perdu, hein, il n'y a même pas de fragment de cette histoire de la Babylonie de Bérose. Alors en matière d'histoire religieuse, la source la plus importante est sans nul doute l'Avesta, le livre de la religion mazdéenne, sur laquelle nous allons un peu revenir. Nous trouvons également, de l'histoire perse dans les récits bibliques, bien évidemment, et en matière, de, d'autres sources aussi, on a les nombreuses inscriptions qui sont trouvées dans les temples ou dans les sépultures des rois perses. Les sources archéologiques aussi sont assez nombreuses. Parmi les plus connues, on peut citer le mausolée du roi Cyrus dans la cité de Pasargade, dans la région du Fars actuelle. On a aussi le site de, alors là, pardonnez-moi la prononciation, de Naksh et Rostam, le lieu de sépulture de Darius Ier, mais aussi d'autres rois achéménides. D'ailleurs, on y trouve aussi des bas-reliefs relatant l'histoire des Sassanides, notamment le triomphe de Shapur Ier sur l'empereur romain Valérien et sur Philippe l'Arabe, on y reviendra aussi, hein. Et enfin, les bas-reliefs les plus connus sont sans nul doute, hein, ceux de la cité de Persépolis, cité en construction permanente depuis le règne de Darius Ier, hein. La cité connaît d'ailleurs un destin tragique lorsqu'Alexandre le Grand la brûle en 331. Voilà, alors là c'est pour le bas-relief, hein, de Nakshi-Rostam où on voit Shapur Ier sur son cheval qui capture donc l'empereur romain Valérien.
Là, vous aviez, comme je vous ai montré les tombes, hein, on a la tombe, je crois, on a celle de Darius Ier, on a celle de Xerxès et d'Artaxerxès, hein, le fils de Xerxès. Et voilà pour Persépolis. Alors là, vous voyez un des plans de la cité qui est d'ailleurs assez bien conservé actuellement, hein, on la retrouve en Iran. On voit les bas-reliefs, hein, qui alors ça, ce sont des bas-reliefs qui, montrent en fait les peuples qui peuplaient, l'empire achéménide. Donc voilà pour les sources archéologiques. Alors en autre source, hein, un peu plus annexe, on trouve aussi la numismatique. Alors Sicle et Daric, hein, c'est le nom, des monnaies, perses, remplissaient en fait avant tout un rôle idéologique car les pièces en circulant faisaient aussi circuler l'image du roi perse, lui permettant de vanter ses qualités guerrières. Alors voilà pour ce très rapide et sommaire tour d'horizon des sources. Alors je vous propose maintenant un petit rappel chronologique et ouvrons d'abord une petite parenthèse, hein, géographique, d'abord sur ce terme d'Iran avec, une carte à l'appui. Alors la définition moderne de ce terme, c'est-à-dire en tant que concept politico-culturel, a été forgée par les Sassanides au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc le nom d'Iran, hein, signifie, pays des Aryens, au sens d'Iranien, hein, rien à voir avec, la reprise, hein, idéologique qu'a fait le régime nazi que l'on connaît, hein, le thème des Aryens vu comme, race supérieure, absolument rien à voir avec ça. Là, on parle vraiment d'Aryens au sens, hein, d'Iraniens. Voilà. Donc voilà, ce nom d'Eran signifiait «pays des Aryens», au sens d'Iranien et désignait en fait le territoire sur lequel ils exerçaient le pouvoir. Alors le dieu suprême iranien, Ahura Mazda, est présenté d'ailleurs comme le dieu des Aryens, dans les inscriptions des rois perses Darius Ier et Xerxès Ier. Alors cependant, le terme Iran a été remplacé par le terme perse pour désigner officiellement cette région jusqu'en 1934 où Iran redevient le nom officiel de l'État sous les Pahlavis. C'est la dernière dynastie, hein, les Pahlavis, c'est la dernière dynastie qui règne en Iran et qui a été renversée par la révolution islamique. Alors la Perse désignait à la base une petite province au sud-ouest de l'Iran actuel, la Perside, hein, vous la voyez ici, où il y a marqué Persia. Donc c'était cette Perside ou ce qu'on appelle le Fars actuellement, donc F-A-R-S. Et c'est d'ici d'ailleurs qu'étaient originaires les rois achéménides et sassanides. Et quant aux Arsacides, ils venaient des plaines à l'est de la Caspienne, hein, ici au niveau de l'est de la Caspienne, entre la mer d'Aral et la mer de Caspienne, c'est de là que venaient les rois parthes. Donc voilà, comme vous voyez, l'Iran actuel est un haut plateau montagneux traversé par les monts Zagros, avec un plateau à 4 400 mètres, hein, on les voit ici, ces monts Zagros, hein, qui forment une sorte de barrière naturelle entre la Babylonie et les régions extrême-orientales de la Perse. Donc on a 2 grandes plaines quand même qui s'étendent en bordure de territoire, hein, donc vous en voyez une à l'ouest du Zagros, ici en Babylonie, cette plaine mésopotamienne, vous connaissez, hein, le croissant fertile et une autre, hein, un peu plus à l'est et au nord-est plutôt, cette région-là qui correspond à peu près, à, l'est de la Caspienne. Alors les frontières de la région sont délimitées par 4 grands fleuves que sont, le Tigre et l'Euphrate, hein, situés en Mésopotamie, l'Oxus et l'Indus. Alors là, je vais peut-être vous mettre une autre carte, quoique celle-là fonctionne très bien aussi. L'Oxus, hein, qui est le fleuve, hein, qui coule, comme je vous montre, à l'est de la Caspienne, et l'Indus, hein, qui fait office de frontière avec les empires indiens, que l'on connaît. Alors l'immensité du territoire a d'ailleurs poussé les rois achéménides à construire de, grandes infrastructures, donc les grandes voies royales, hein, comme on peut, les voir sur cette carte-ci. On en voit une carte, qui part de Sardes, une route qui part de Sardes jusqu'à Suse. Il peut se prolonger, hein, vers Bactre notamment avec beaucoup, d'autres petites routes annexes, mais on a cette grande route royale, hein, qui fait l'Asie mineure jusqu'à, grosso modo les capitales perses qui étaient Suse, Babylone, Ecbatane et Persépolis. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Voilà, les grandes voies royales ou d'ailleurs les canaux, hein, comme, ce canal du Nil à la mer Rouge, hein, qui a été construit par Darius Ier, hein, donc il faisait une sorte
partait d'une branche du delta du Nil, hein, pour arriver jusqu'à la mer Rouge, actuelle, hein, voilà. Donc voilà à peu près toutes, les astuces qu'ont trouvées les rois perses pour, maîtriser et dompter l'immensité, du territoire sur lequel ils régnaient. Alors vous le remarquez aussi sur la carte, hein, les 4 capitales, hein, que sont, Babylone, Suse, voilà Babylone, hein, Suse, Ecbatane et Persépolis. Donc pour vous montrer que l'empire perse n'a pas vraiment eu de capitale, hein. La capitale correspondait en fait à l'endroit où la cour du roi se trouvait. Alors la plupart du temps, le roi séjournait à Babylone et à Suse en hiver, hein, donc en Mésopotamie, et retournait, hein, sur les hauts plateaux à Ecbatane et à Persépolis pour fuir les chaleurs étouffantes, mésopotamiennes de l'été, donc en été, on les trouvait plutôt sur les plateaux iraniens. Alors je referme donc cette longue parenthèse géographique pour aborder avec vous, hein, l'histoire de la succession des dynasties perses, hein, sur plus d'un millénaire, donc de la conquête de Cyrus dans les années 550 avant Jésus-Christ à la conquête musulmane de l'Empire sassanide en 651. Alors comme vous le savez, le berceau des Perses, hein, se trouve en Perside, en Iran du Sud-Ouest. Ce peuple d'Iran était d'ailleurs sous la domination de l'obscur empire Mède, dont on ne sait que très peu de choses. Cette carte donc que vous voyez là, que je vous présente sur le diaporama, est donc à prendre avec de grandes précautions, car il n'est en fait pas vraiment possible d'affirmer que tel ou tel territoire était sous la domination des Mèdes, hein. Donc là, comme vous voyez des frontières très bien définies sur la carte, en fait, on n'en sait pas grand-chose, hein. L'empire Mède est très très obscur pour les historiens. Donc dans les années 50 du 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, toujours dans l'empire Mède, Cyrus, un membre de la dynastie des Théispides, devient grand roi des Perses et il est alors vassal du roi Mède Astiage. On retient d'ailleurs traditionnellement la date de 559 pour son accession au trône, hein, mais bon, c'est une date à prendre évidemment avec des précautions. Voilà, il est enhardi par quelques conquêtes dans le royaume voisin, d'Élam, hein. Alors, Élam situé juste à côté, hein, de ce berceau, de Perse. Il a réalisé premièrement quelques conquêtes chez les Élamites et il s'enhardit très rapidement et il s'en prend à son suzerain et le défait. Il s'en prend aussi, à Crésus, hein, le roi de Lydie, qui était déjà en guerre, hein, contre les Mèdes, hein. Alors ces victoires sont éclatantes et vers 540, Cyrus va même conquérir le royaume néo-babylonien qui ne lui résiste qu'une seule année. D'ailleurs, les Perses entrent à Babylone le 12 octobre 539. Et d'ailleurs, assez intéressant de noter que la date du 12 octobre continua à être célébrée, hein, sous la dynastie des Pahlavis jusqu'en 1971. Alors, chaque année, ils célébraient cette prise de Babylone par Cyrus. Voilà pour les conquêtes de Cyrus. Alors il semble que Cyrus fut particulièrement clément et respectueux des traditions et des élites locales. Alors ce fut le cas à Babylone, hein, mais surtout en Judée, où la tradition hébraïque et les récits bibliques sont très élogieux de Cyrus, hein, qui a notamment fait reconstruire le temple de Jérusalem, qui avait été, hein, précédemment détruit par les néo-babyloniens de Nabuchodonosor II. Alors désormais voisins de l'Égypte, hein, les Perses menés par Cambyse II, le successeur de Cyrus le Grand, ne purent s'empêcher de conquérir le riche royaume pharaonique. Alors voilà un petit point, hein, pour l'empire perse, hein, sous Cyrus le Grand, avant sa conquête de l'empire néo-babylonien. Vous voyez qu'il s'est emparé, hein, de l'ancien empire Mède, il s'est emparé de l'Asie mineure, hein, de l'ancien royaume de Crésus, puis il a foncé sur Babylone, et à sa mort, il conquiert le territoire en vert, et il possède, hein, le territoire en vert et le territoire en rouge. Voilà. Alors les Perses vont donc menés par Cambyse II, hein, ne peuvent pas en fait s'empêcher de conquérir le riche royaume pharaonique égyptien, hein, qui attire toutes les convoitises. Alors Cambyse appliquait en fait la même stratégie d'intégration des élites locales que son père avait menée, mais c'est la diminution des revenus du clergé égyptien qui le rendit vraiment impopulaire en Égypte, hein. Et de ce fait, les sources sur Cambyse II le dépeignent comme un tyran fou, hein, qui ne respecte absolument pas les traditions égyptiennes. C'est d'ailleurs le cas dans le récit d'Hérodote. On a cette image, hein, qui est d'Hérodote, qui lui impute le meurtre d'un taureau Apis sacré en Égypte, hein, cette divinité sous forme d'un taureau, euh, qu'on momifiait d'ailleurs à sa mort, et venait ensuite un nouveau taureau Apis. Donc
Hérodote, lui, a imputé à Cambyse II, hein, le meurtre d'un taureau Apis. Mais cependant, voilà, ce meurtre, en plus d'être improuvable, hein, ne colle pas vraiment avec les trouvailles archéologiques qui montrent que Cambyse a au contraire fait embaumer et momifier un taureau selon les règles. Donc on voit que le récit d'Hérodote ne tient pas debout, hein. Donc à cause de l'usurpation de son frère, hein, Bardiya sur le trône de Perse, Cambyse va être amené à quitter l'Égypte, mais alors qu'il est sur le chemin du retour, hein, il meurt d'une blessure à la cuisse, hein, probablement dans des combats face à des rebelles. Et donc un coup d'État va très vite renverser l'usurpateur, hein, Bardiya, qui ne règne en fait que quelques mois, et c'est Darius Ier qui va s'emparer du titre royal en 521. Alors l'ascendance de Darius est assez floue, hein, il est probablement né d'un officier au service de Cyrus, hein. Cependant, Darius mit un point d'honneur à se donner une légitimité, hein, ça va être continuellement pendant son règne, pour régner, en commençant par épouser d'ailleurs une fille de Cyrus le Grand. Alors il se présente comme étant le descendant, hein, d'un certain Achéménès. D'ailleurs on voit que le fils d'Achéménès, Théispès, va donner en fait le nom, hein, de la dynastie des premiers rois perses, hein, les Théispéides, donc de Cyrus II à Cambyse II. Et Darius, hein, qui lui va s'inventer en fait une sorte de descendance, hein, d'Achéménès, et ce qui va faire de lui un cousin éloigné de Cyrus. Donc ainsi naît la lignée des Achéménides. Alors le règne de Darius Ier est sans doute l'un des plus importants de l'histoire achéménide, qui connaît un apogée territorial, économique et administratif sans précédent. Darius va réorganiser en effet le système satrapique en imposant aux satrapes un tribut fixé par l'administration centrale. Alors le satrape, c'était une sorte de gouverneur, hein, une sorte de vice-roi dépositaire de l'autorité royale sur un territoire local. D'ailleurs, la région de Perse donc la Perside, hein, n'était pas une satrapie. En fait, la région de Perse était directement sous le contrôle des grands rois perses. Et on avait beaucoup, hein, des satrapies, une vingtaine, hein, de mémoire. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que les Gréco-Macédoniens vont reprendre ce système, cette division en satrapies, qui remonte à la période achéménide. Alors Darius fut également un roi conquérant, et il agrandit premièrement l'empire en consolidant les frontières à l'ouest. Donc là, vous voyez, il a conquis beaucoup de territoires en Sogdiane notamment, un peu sur les rives de l'Indus, et il va surtout, hein, conquérir la Thrace et la Macédoine. Alors premièrement la Thrace dans une expédition militaire, et deuxièmement la Macédoine qui va se rendre en fait d'elle-même, et qui va devenir une sorte de protectorat des rois perses. Alors la fin de son règne fut un peu plus agitée, hein, avec la très fameuse révolte du tyran de Milet, Aristagoras, qui est aidé par Athènes et qui fait incendier Sardes en 499. Alors Sardes, voilà, hein, on voit la ville de Milet ici. Athènes et les Milésiens avaient réalisé une expédition donc de Milet à Sardes et avaient incendié la ville de Sardes. Alors Darius parvient à mater cette révolte, et sa répression est même terrible, hein, on le sait, hein, grâce aux sources d'Hérodote, qu'il faut tout de même prendre avec certaines précautions parce que évidemment Hérodote a un point de vue hellénique, hein. Alors poursuivant d'ailleurs ses succès, Darius Ier va tenter une invasion de la Grèce. Alors c'est le début des très fameuses guerres médiques, hein. Ces généraux, aidés par l'ancien tyran athénien Hippias qui s'est fait chasser d'Athènes, s'emparent de quelques îles de l'Égée et débarquent en Attique, où ils sont repoussés à Marathon. Alors tout cela est bien connu, hein, je ne vais pas détailler, et quoi qu'il en soit, ce revers, hein, est mineur, hein, pour les Perses, puisque face au peu d'insistance de l'armée perse après la défaite de Marathon, il semble que la Grèce ne fut pas vraiment la cible. Darius voulait vraisemblablement conquérir en fait les petites îles de l'Égée. Donc Darius va mourir en 486 à la tête d'un empire-monde qu'il va transmettre à son fils Xerxès Ier. Alors une chose est sûre, Xerxès n'a pas été épargné par les sources grecques, hein, qui le présentent comme un despote, un piètre militaire, comme l'atteste sa défaite à Platée, même après sa défaite à Salamine. Xerxès en fait aurait été une sorte de réplique un peu falote de Darius. Il aurait tenté d'imiter la glorieuse politique de son père sans vraiment y parvenir. Alors dans les faits, cette description ne correspond que très peu à la réalité, hein. Xerxès poursuivit la politique de son père
avec brio en terminant la construction de Persépolis. Alors là, on voit sur le diapo ce qui s'appelle la porte de toutes les nations, qui est construite par Xerxès, hein, et qui marque l'entrée du palais de Persépolis. Alors remarquons tout de suite, hein, les deux taureaux ailés qui gardent l'entrée du palais, qui sont clairement inspirés de modèles assyriens. Et enfin, Xerxès va même rétablir l'ordre en Babylonie, puisqu'il y avait eu des révoltes en Babylonie, il rétablit l'ordre, et c'est Artaxerxès Ier qui va succéder à son père en 465. Donc là, son règne est un peu plus, disons, agité, hein. Il doit en fait surtout contenir les Athéniens qui, forts de la Ligue de Délos, vont pousser en Égée. Alors une paix va être conclue en 449, mettant officiellement fin aux guerres médiques. Et d'ailleurs, les relations avec les Grecs, hein, ne furent pas seulement conflictuelles, hein, et les Grecs empruntèrent aussi beaucoup au style et au mode de vie perse. Alors ça, on a l'impression, hein, quand on lit Hérodote, quand on lit Thucydide également, d'avoir permanence des conflits avec les Perses. Alors ce n'est pas exactement vrai. Alors après son règne, les Achéménides furent d'ailleurs confrontés à de graves révoltes, et surtout à la perte de l'Égypte en 404 sous Artaxerxès II. Alors la riche région ne fut d'ailleurs reconquise qu'en 343 par Artaxerxès III, après une brève et dernière période où régnèrent un des pharaons égyptiens. D'ailleurs, c'est les derniers, pour l'anecdote, hein, c'est les derniers pharaons égyptiens, purement égyptiens, qui vont régner en Égypte. Après, on aura donc le retour de la dynastie perse et enfin la dynastie gréco-macédonienne avec Alexandre, puis les Ptolémées. Donc voilà, le dernier pharaon égyptien s'appelait Nectanebo II d'ailleurs. Voilà. Alors, dans l'Empire perse, hein, les assassinats et les usurpations vont se multiplier. En témoigne d'ailleurs, hein, l'usurpation, j'en parlais, de Cyrus le Jeune, hein, qui nous est raconté dans l'Anabase. Mais cela ne doit pas être vu en fait comme un lent déclin des Perses, hein, qu'on verrait, si on lit les sources grecques, comme amolli par la richesse, hein. La preuve d'ailleurs en est que sous le règne d'Artaxerxès III, dernier grand Achéménide, l'Égypte est reconquise et les travaux à Persépolis, qui avaient été laissés en suspens, hein, depuis Xerxès Ier, sont poursuivis. Donc Artaxerxès III va vraiment magnifier la cité de Persépolis. Alors la chute des Achéménides, avec les défaites de Darius III face à Alexandre, ne doit donc pas être perçue comme une décadence de la civilisation perse, mais plutôt faite par une incapacité à créer un loyalisme impérial, hein, comme en témoignent les multiples révoltes en Égypte. Alors j'évoquerai d'ailleurs brièvement l'aspect religieux de l'Empire achéménide. Alors il semble que les Achéménides aient utilisé la religion zoroastrienne, ou on dit aussi religion masdéenne. Les deux termes sont à peu près synonymes, hein, pour légitimer et consolider leur pouvoir. Alors en témoignent certaines inscriptions de Darius Ier, qui se réclame comme le représentant d'Ahura Mazda sur Terre, la divinité principale, hein, du zoroastrisme, comme je l'évoquais. Par ailleurs, les Perses eurent une certaine maîtrise de concepts avestiques, hein. Rappelons que la religion zoroastrienne est venue avant, hein, la domination achéménide, hein. Zoroastre, on le date, si le personnage a existé, on n'en sait rien en fait, on le date, disons, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors donc les Perses ont montré une maîtrise de concepts avestiques, hein. L'Avesta constituait l'ensemble des textes sacrés de la religion zoroastrienne, et en réalité c'était plutôt des textes qui étaient récités par la tradition orale, hein, à l'image par exemple des récits de l'Iliade ou de l'Odyssée. On avait des sortes d'aèdes perses, hein, qui récitaient l'Avesta, et la mise par écrit de l'Avesta date en fait de la dynastie des Sassanides. Donc c'est pour vous dire que donc de la naissance du zoroastrisme à la mise par écrit des grands textes sacrés de cette religion, il s'est écoulé quand même facilement plus d'un millénaire. Alors voilà, le nom des rois d'ailleurs témoigne aussi d'une certaine connaissance des concepts avestiques qui sont repris à des fins idéologiques. Alors Xerxès, alors là désolé pour la prononciation, provenait de Xacha, X-S-A-C-A, qui signifiait la force et le pouvoir. Et Arta vient quant à lui de Rta, R-T-A, hein, qui signifiait la vérité avec un V majuscule, car c'est un grand concept de l'Avesta, hein. L'Avesta
est très manichéen. On, voit, la vérité, en fait, vue comme, le bien et le mensonge, évidemment, vu comme le mal, sur terre. Bien, alors je vais pas détailler la conquête gréco-macédonienne et la période séleucide, hein, je vous renvoie plutôt à mon exposé sur les Séleucides, hein, pour ceux qui le désirent. Voici quand même tout de même quelques cartes, hein. Alors là, voici une carte de la conquête d'Alexandre, hein, qui part, hein, de Péla, qui, franchit l'Asie mineure en plantant d'ailleurs, hein, très symboliquement sa lance en terre, anatolienne pour montrer, la volonté de conquête, hein, du jeune roi macédonien. D'ailleurs, les, dynasties qui suivront, hein, principalement les Séleucides, définiront, la terre, qui est sous leur domination comme la terre conquise à la pointe de la lance, hein, la Dorikteta, Kora, en grec. Voilà, il franchit donc il remporte une très grande victoire au Granique. Il remporte aussi une victoire à Issos, où là Darius va même fuir avec toute sa famille, Alexandre, va capturer, une partie de la famille de Darius d'ailleurs. Il va arriver à Tyr où il va mener un grand siège, il va se rendre en Égypte, donc il va passer par Memphis, hein, puis ensuite à Alexandrie où là on prête, évidemment, hein, la création de la ville d'Alexandrie, par Alexandre le Grand qui aurait jeté, hein, sa cape, sa chlamyde, hein, plutôt, sur le sol et cela aurait donné la forme de la ville d'Alexandrie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà pour ça, donc il fonde Alexandrie, il se dirige, vers l'oasis du Siwa, où là c'est un oracle qui vient lui dire qu'il est le fils d'Amon, du de donc de la divinité égyptienne Amon, hein. Il retourne en Mésopotamie pour, terminer la conquête de l'empire achéménide, va, battre Darius dans une grande victoire à la bataille de Gaugamel ou aussi dit à la bataille d'Arbel. Bah, voilà, ensuite, Darius va devoir fuir dans les hauteurs, hein, dans les hauts plateaux iraniens. Il va se faire assassiner par, son satrape, hein, le satrape Bessos qui, va lui-même se couronner Artaxerxès IV. Il sera défait ensuite par Alexandre et voilà, la suite vous la connaissez. Alexandre va, se rendre jusque sur les rives de l'Indus où il va devoir faire demi-tour à l'Iphase à cause d'une révolte de ses soldats et puis il va, tranquillement rentrer, son palais de Suse, où il mourra à Babylone, probablement des suites d'une maladie, hein, et peut-être pas empoisonné comme on le dit. Ah voilà, après vient la période des Diadoques où, c'est, le jeune et fougueux, hein, Séleucos, hein, qui récupère premièrement la Mésopotamie face à Antigone de Borne. Il défait d'ailleurs Antigone de Borne grâce à ses éléphants, qu'il a négociés avec le roi indien Chandragupta. Il le bat à la bataille d'Ipsos et se fait, lui aussi, se taille un grand empire, l'empire séleucide. Alors cet empire séleucide a été constamment soumis à des révoltes, hein, et d'ailleurs très souvent en proie à l'instabilité, et c'est surtout les marges est du pays qui sont réputées pour être particulièrement turbulentes et à plusieurs reprises, les rois séleucides ont dû entreprendre des expéditions armées pour rétablir leur souveraineté. Alors d'ailleurs une petite parenthèse là-dessus, hein, sur les frontières de l'empire séleucide. Donc après la conquête, hein, du royaume de Lysimaque, en 281 par Séleucos, il faut savoir que vous voyez, hein, les frontières sont très bien définies sur les marges ouest, hein, tout simplement par la mer Égée d'un côté, puis la mer Méditerranée. Il y a d'ailleurs quelques tensions avec l'Égypte au sujet de cette région, hein, qu'on appelle la Queulée-Syrie, la Syrie creuse. Tout ça pour vous dire que les frontières sont assez bien définies, hein. Vous voyez ensuite l'Euphrate fait sorte de frontière naturelle, mais à, l'est du royaume, là, vous voyez que les choses sont beaucoup plus compliquées puisqu'on a des frontières, comme j'aime bien dire, en fait, reprendre cette expression, d'un historien qui s'appelle Laurent Capdetré, on a des frontières molles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas bien définies, il y a constamment des révoltes, dans ces, marges est et donc Antiochos III avait dû, par exemple, pour établir l'ordre, mener une grande anabase, une grande expédition, dans ces marges est, également à son successeur, hein, Antiochos IV, qui n'est d'ailleurs pas le successeur direct d'Antiochos III, mais qui viendra après, a dû, également faire une sorte d'expédition, alors qu'il s'est beaucoup moins bien passé que celle de son père, hein, puisqu'il, s'est fait tuer à Ecbatane, parce qu'il a pillé un temple. Voilà pour, cette petite parenthèse.
Alors on a d'ailleurs une de ces révoltes, hein, qui fut celle du satrape de la Parthie. Alors, un satrape gréco-macédonien, hein, qui est, la Parthie, c'est cette région-là, hein, juste pour vous la situer. Donc ce satrape est gréco-macédonien, il s'appelle Andragoras, et donc sous le règne de Séleucos II, il a profité en fait de l'usurpation d'un roi séleucide qui s'appelle Antiochos Syrax et qui a agi principalement en Asie mineure, il en a profité pour se révolter. Et donc profitant de la confusion, la tribu des Parnes, qui est apparentée, aux Scythes, hein, et qui vivait à l'est de la Caspienne, hein, donc comme vous voyez à la frontière de cette satrapie de Parthie, donc ces Parnes vont lancer une expédition et vont réussir à vaincre Andragoras en 238 grâce à leur roi Arsas Ier. Alors ils vont s'emparer ainsi de la Parthie et de l'Hyrcanie et vont se renommer en tant que Parthes, hein. Donc ce ne sont plus les Parnes, ce sont les Parthes. Voilà. Alors ils ont conquis cette petite région et l'Hyrcanie qui est en fait la rive sud de la mer Caspienne. Alors Antiochos III, comme je vous l'ai dit, va rétablir l'ordre dans les satrapies supérieures en lançant son anabase. Donc ils sont rapidement vaincus, les Parthes, hein, ils vont réussir tout de même à trouver un accord avec Antiochos III, qui est occupé d'ailleurs à mater une rébellion, hein, c'est ça qui les a sauvés. Et donc ils purent ainsi conserver leur trône en échange de la reconnaissance de la souveraineté séleucide, hein. Donc Antiochos III serait une sorte de suzerain des rois parthes. Mais la situation est bien sûr de courte durée, hein. Dès la paix d'Apamée de 188, qui prive, je le rappelle, les Séleucides de l'Asie mineure, hein, puisque Antiochos III avait été défait à Magnésie du Sipile en 190, il avait dû conclure une paix avec les Romains, qui a abouti à la perte de l'Asie mineure et a aussi à verser de grandes compensations aux Romains, voilà, de grandes indemnités. Alors les Parthes vont donc renouer avec l'indépendance en profitant, et sous Mithridate Ier, hein, qui est le véritable fondateur d'un État parthe multiethnique, les Parthes vont réussir la conquête de l'Iran occidental et surtout de la Mésopotamie, avec la chute de la cité de Séleucie du Tigre, hein, qui était une sorte de capitale aussi de l'Empire séleucide. Et ça c'est en 141 hein, pour la prise de Séleucie du Tigre. Donc le prestige que va lui conférer cette conquête lui permet de se parer du titre de roi des rois que portaient les souverains achéménides. Et donc les successeurs ont dû ensuite lutter pour conserver les acquis de Mithridate. Alors la Babylonie fut contestée à plusieurs reprises hein, par les souverains séleucides jusqu'à ce que Mithridate II va stabiliser la situation. Mieux encore d'ailleurs, Mithridate II va agrandir les territoires de son empire en conquérant une grande partie de l'Arménie en 97 avant Jésus-Christ, hein, ce qui lui permet de négocier avec Rome pour la première fois depuis la naissance de l'Empire parthe. Alors l'Arménie, ce n'est pas l'Arménie actuelle, hein, qui est plutôt située ici, hein. La Grande Arménie hein, de l'Antiquité, c'est toute cette région en fait à l'est de la Turquie actuelle, hein, qui est plutôt centré sur cette espèce de lac hein, qu'on appelle le lac Van, qui était d'ailleurs hein, dominé par des rois arméniens. Voilà donc pour cette petite parenthèse sur l'Arménie. Donc sous Mithridate II, l'Empire parthe va atteindre, hein, comme vous le voyez sur la diapo, une sorte d'apogée territoriale, hein. Sa position est d'ailleurs très stratégique, hein, puisqu'il se place comme un intermédiaire commercial entre l'empereur chinois d'un côté et l'Occident hein, dans le cadre des proto-routes de la soie. Alors les Parthes en soi n'étaient pas un grand peuple de commerçants, hein, c'était plutôt leur richesse qui provenait des taxes douanières qu'ils imposaient aux marchands qui franchissaient leur territoire. Vous voyez que pour emprunter cette proto-route de la soie, hein, je dis proto-route de la soie parce que euh, il n'y a pas eu de contact direct entre la, la, la République romaine et l'Empire chinois, hein. Par contre, il y a eu des contacts directs entre l'Empire parthe et l'Empire des Han, hein. Donc ils empruntaient hein, ces rois royales hein, qu'avaient fait rénover d'ailleurs les empereurs parthes, qui partaient de Sardes pour aller vers, comme je vous l'ai montré, hein, vers la Babylonie, puis ensuite partaient vers Bactre en passant par des grands comptoirs hein, comme la cité de Merv ou d'Hécatompyle également. Voilà donc pour ces grandes infrastructures qui permettaient une sorte de balbutiement du commerce à cette époque.
Alors par manque de sources, par contre, l'administration parthe, elle est peu connue. Il semble que la Perside, le berceau des Achéménides, ait été laissée de côté au profit, dans un premier temps, bien sûr, de la Parthie et de l'Hyrcanie, où se trouvaient d'ailleurs les capitales de Nisa et d'Hécatompyle. Alors ça, c'était du temps de Mithridate Ier et de Mithridate II, hein. Là, le centre, vraiment le centre de l'administration parthe, était situé au niveau de ces deux villes, hein. Donc Hécatompyle ici, et Nisa, située un peu plus haut, dans les plaines situées à l'est de la Caspienne. Et dans un second temps, donc plutôt après Mithridate II, le pouvoir s'est plutôt centré sur la Mésopotamie, où se trouvait d'ailleurs la grande capitale parthe qui s'appelait Ctésiphon, hein, juste à côté de celle-ci du Tigre. Alors voilà pour ce site de Nisa, hein, dans le Turkménistan actuel, vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose, hein. Et voilà pour les ruines de Ctésiphon, hein. On le voit, le palais de Ctésiphon d'ailleurs. Alors aujourd'hui, il ne reste plus que ce palais, hein, comme témoignage de la cité de Ctésiphon. Et d'ailleurs, l'aile droite du palais s'est effondrée, et il ne reste d'ailleurs plus que cette partie-là et la grande arche au milieu, c'est tout ce qui reste actuellement de la cité de Ctésiphon. D'ailleurs, il y avait eu des tentatives, hein, de reconstruction, en Irak, hein, à l'époque de Saddam Hussein notamment, mais ça avait été avorté, hein, donc aujourd'hui, si vous voyez des photos, il ne reste plus que cette partie-là et l'aile gauche, hein. Voilà. Alors les siècles suivants, hein, de l'histoire parthe vont être rythmés par la question arménienne. Donc comme je vous ai dit, l'Arménie, hein, jouait le rôle d'un État tampon entre l'Empire parthe et la République romaine. Alors faisons d'ailleurs une petite digression autour des armées perses, hein, aux alentours de la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Les combats se faisaient surtout avec des chars de combat. Alors telle était la méthode de combat des Assyriens, et d'ailleurs, hein, même des Mycéniens, hein, le char de combat était vraiment l'arme très noble sur le champ de bataille. Et les tribus iraniennes, eux, avaient misé sur la cavalerie. C'est pour ça qu'ils étaient très efficaces, parce que la cavalerie est beaucoup plus mobile et rapide en zone montagneuse et surtout dans les hauts plateaux, hein. C'est ce qui avait permis d'ailleurs la conquête de l'Empire néo-babylonien, également de l'Empire Mède, grâce à cette primauté de la cavalerie. Alors sous Darius Ier va être créée une armée permanente qui est composée de soldats des hautes régions iraniennes, hein, comme les Bactriens, les Sas, etc., hein, mais les Perses et les Mèdes continuaient à former le noyau dur, hein, de l'armée perse. Alors par ailleurs, les Perses avaient aussi fait appel à des mercenaires grecs, hein, et là je vais vous renvoyer à l'Anabase de Xénophon. Et parmi les unités d'élite dans l'armée perse, on mentionnera surtout, hein, la garde royale, les très fameux, hein, 10 000 immortels, hein, pour ceux qui ont vu, hein, le film 300, hein. À noter d'ailleurs que l'armée perse fonctionnait selon un système décimal, c'est-à-dire que chaque petite division de l'armée était sur un système décimal, donc on avait des groupes de 10, puis des groupes de 100, jusqu'à des groupes de 10 000, et d'ailleurs le chef, hein, d'un bataillon de 10 000 hommes était appelé le chiliarque, et la division de 10 000 hommes était une chiliarchie. Alors ça c'est intéressant à notifier puisque cette division va être prise par les Gréco-Macédoniens. On trouvera toujours des chiliarques dans les armées gréco-macédoniennes. Alors là vous voyez, hein, sur la diapo, hein, les immortels perses, hein, qui sont représentés dans le palais de Darius à Suse, voilà. Mais une vraie transformation de l'armée perse va s'opérer sous les Arsacides, hein, c'est-à-dire les Parthes. Alors le modèle de l'armée permanente va être abandonné au profit d'une armée de milices, où chaque combattant va payer son équipement. Alors les Parthes étaient entraînés dès leur enfance à l'équitation et au tir à l'arc, hein, d'ailleurs c'était l'élément central de l'armée, la cavalerie, et l'infanterie ne jouait plus qu'un rôle de second plan. Donc la cavalerie qui passe au premier plan, alors on trouve deux types de cavaliers à mentionner. Alors les premiers étaient des cavaliers légers qui étaient armés d'arcs composites, et ces derniers maîtrisaient le tir à l'arc à cheval, hein, selon la technique très connue du tir part. Voilà. Il faut juste que je retrouve mes notes, hein, parce que c'est pas pratique d'avoir pris des photos de mes notes. Donc selon, je disais, cette technique du tir part qui consistait en fait à simuler une retraite pour ensuite tirer des flèches
dos à l'ennemi afin de les épuiser, nerveusement, hein. Les flèches en soi n'étaient pas spécialement mortelles, mais vous imaginez que plusieurs volées de flèches pouvaient rendre les troupes nerveuses. Donc ça, c'était une cavalerie d'escarmouche, hein, principalement, et c'était elle qui ouvrait le bal dans les batailles, des Parthes. Et secondement, là, la cavalerie lourde va ensuite prendre le relais après, les nuées de flèches, hein, tirées par la cavalerie légère, et cette cavalerie, lourde est très lourdement armée pour le corps à corps, et ce sont, les iconiques cataphractaires, hein, qui étaient revêtus d'ailleurs, eux, ainsi que leur monture, d'armure, écailleuse, hein, qui protégeait tout leur corps. Et ils étaient quant à eux armés de longues lances, hein, qui pouvaient permettre des charges dévastatrices dans les blocs, qu'on peut voir, les blocs ennemis, voilà. Alors les Romains d'ailleurs seront les premiers à subir un grand revers lorsque l'armée de Crassus va être anéantie par les Parthes à la bataille de Car en 53 avant Jésus-Christ. Et là c'est un véritable désastre, hein, les aigles des légions vont être récupérés par les Parthes sur le champ de bataille, et Crassus va être exécuté. Alors par ailleurs, hein, petite anecdote, hein, les aigles, pardon, la manière dont Crassus a été exécuté par le général parthe Suréna doit vous être assez familière, puisque les Parthes firent couler de l'or en fusion dans la bouche de Crassus, d'après Dion Cassius, hein, puisqu'on sait que Crassus, c'est assez ironique, hein, était l'homme le plus riche de la République romaine à cette époque, qu'ils avaient conclu une sorte d'alliance, hein, le premier triumvirat avec César et Pompée, et César s'était arrangé pour faire les affaires de Pompée, hein, qui s'était enrichi notamment avec des propriétés immobilières, donc il était très riche, et voilà, ironie du sort, le général Parthe va lui jeter un seau d'or en fusion dans la bouche. Voilà, donc les amateurs de Game of Thrones, hein, vont conclure que George Martin n'a en fait rien inventé, c'est inspiré donc de cet épisode, de la bataille de Car, voilà. Alors 30 ans après l'humiliation de Car, Auguste va profiter de troubles dans la succession, d'un roi parthe, hein, qui s'appelle Phraates pour récupérer les insignes des légions en 20 avant Jésus-Christ, en négociant d'ailleurs avec les Parthes. Alors hormis une guerre sous Néron, la situation en Arménie est alors mise en pause, hein. Chaque protagoniste essaie de placer un roi client en Arménie, hein, la paix, hein, se maintient jusqu'à la grande campagne orientale que va lancer l'empereur Trajan en 114-117 en prenant le casus belli de l'Arménie. Alors je vais cette histoire des insignes qu'avait repris Auguste aux Parthes. Alors là, vous voyez sur le plastron de la statue d'Auguste, hein, qui est très connue, hein, l'Auguste de Prima Porta. Je vous invite à... Là, je ne l'ai pas mis malheureusement sur la diapo, mais je vous invite à rechercher sur Google cette statue très connue, hein, d'Auguste. Ouais, on peut voir donc sur le plastron que porte l'empereur, voilà, un Parthe qui remet les insignes à un, à un général romain. Et là, on peut le voir que d'ailleurs ces insignes retrouvés ont constitué un grand moyen de propagande pour Auguste, hein, qui l'a mis d'ailleurs sur ses monnaies. Parce que vous voyez sur ce denier à l'effigie d'Auguste qu'on voit au revers Signis Receptis, hein, qui signifie littéralement la réception des insignes, avec donc Senatus Populusque Romanus. Donc le Sénat et le peuple romain, c'était la devise de la République romaine. Et on voit d'ailleurs le bouclier de la vertu, alors là qui est en fait totalement autre chose, c'est un bouclier qui avait remis le Sénat à Auguste, pour louer ses vertus de clémence, hein, de plusieurs grands thèmes étaient figurés sur ce bouclier. Je vous invite aussi à le rechercher sur Google. On a plusieurs reconstitutions de ce bouclier. Donc voilà pour cette propagande augustéenne, je dirais même octavienne, puis ensuite augustéenne, puisque les insignes ont été retrouvés, donc l'humiliation de la bataille de Car est en quelque sorte lavée. Voilà. Donc je parlais ensuite d'une guerre, hein, sous Néron, hein, la situation en Arménie donc a été mise en pause, jusqu'à donc cette expédition de Trajan, qui se lance, à la conquête de la Mésopotamie, en 114-117, en prenant justement le casus belli de l'Arménie. Alors ce dernier va réussir à s'emparer de l'Arménie et va pousser même encore plus loin, comme je le disais, en Mésopotamie, il va s'emparer, hein, de Ctésiphon, hein, la capitale parthe. Mais cependant, sous Hadrien, rappelons que Trajan meurt en 117,
avant d'ailleurs d'avoir eu le temps de stabiliser ses conquêtes orientales, Hadrien, donc son successeur, va renoncer, à la Mésopotamie et va, se contenter de fixer l'Euphrate comme une frontière entre le royaume parthe et l'Empire romain. Voilà. Là, vous voyez d'ailleurs un auréus à l'effigie de Trajan, c'est-à-dire une pièce en or où on voit, marqué un Partia capta, qui signifie un des Parthes captifs et d'ailleurs 2 Parthes vaincus qui sont adossés sous, des trophées. Voilà, pour cet auréus d'ailleurs, qui constitue aussi une sorte de propagande pour Trajan, hein, mais comme toutes les monnaies à l'époque antique, hein, la monnaie est une sorte de propagande royale, hein. Voilà. Alors des problèmes, d'ailleurs de succession récurrents et des guerres multiples, hein, dont une aussi face à Septime Sévère qui va s'emparer à nouveau de Séleucique Ctésiphon, vont affaiblir grandement, les Parthes au point que des roitelets en Perside vont mettre à mal leur autorité. Alors ces roitelets, ce ne sont pas n'importe qui, hein. Ardachir Ier, dirigeant local de Perside et vassal du roi des rois parthes, se rebelle et réussit à renverser le dernier roi parthe, Artaban V, en 224. Alors à l'exception de l'Arménie, tous les anciens territoires parthes vont passer sous contrôle sassanide, hein, et Ardachir Ier, désormais roi des rois ou, en langue perse un Shah Anshah, commence à montrer des signes d'agressivité envers l'Empire romain dans un but de restauration des frontières de l'ancien empire achéménide. Alors je vais vous montrer les frontières de l'ancien empire achéménide, hein, vous les avez vues tout à l'heure, hein, donc les Parthes s'étaient, contentés donc de l'Euphrate comme sorte de frontière avec Rome, mais le roi sassanide vise plus loin, il vise l'Asie mineure, il vise également, bien sûr, l'Égypte. Voilà, retournons maintenant à ma diapo. J'en suis à là, voilà, donc il va profiter, donc cet Ardachir Ier, il va profiter de l'assassinat de Sévère Alexandre, qui va plonger l'Empire romain dans la crise du IIIe siècle, hein, que l'on connaît bien. Il va s'emparer de Nizib et de Kar, hein, qui sont, des villes, en fait, situées, dans les monts Taurus, hein, à la frontière entre l'Anatolie et la Syrie. Donc il s'empare de Nizib et de Kar, et son fils Shapur Ier va jouir des mêmes succès et va même parvenir à repousser une expédition romaine en infligeant à l'empereur Gordien III une terrible défaite. Alors, de nombreux prisonniers sont faits, et Gordien III meurt après, d'ailleurs, de la suite de ses blessures en 244. C'est le préfet du prétoire Philippe dit l'Arabe, hein, qui est élu empereur par l'armée, mais il doit immédiatement négocier avec le souverain sassanide en position de force, hein. Voilà, donc là vous voyez, hein, sur ce relief de, la cité de Bishapur, hein, relief sassanide, Shapur Ier, sur son cheval, ici, en triomphe, hein, piétine Gordien III, hein, donc l'empereur romain, et triomphe sur Philippe l'Arabe qui est agenouillé, donc qui est en fait, hem, une sorte qui devient, disons grossièrement, une sorte de vassal, hein, de l'empereur sassanide puisqu'il doit lui verser tribut, hein, mais bon, dans les faits, hein, ce n'est pas le cas. Mais imaginez quand même l'humiliation, romaine pour devoir verser un tribut au, roi sassanide. Et en plus de ça, les Romains doivent en plus verser une rançon colossale, hein, pour les prisonniers, donc c'est une situation catastrophique pour les Romains. Alors Shapur va profiter de la faiblesse romaine pour placer son fils, hein, sur le trône d'Arménie, donc ce faisant, il récupère, hein, la Grande Arménie. Alors les Romains, bien sûr, ne se laissent pas faire et vont contre-attaquer en 252. Alors que les Romains réunissent une armée, Shapur Ier va attaquer le premier et surprend les Romains en Syrie. Il pousse jusqu'à Antioche et détruit la ville l'année suivante. Et la dernière expédition de Shapur en 260 contre les Romains est la plus violente et la plus marquante. Il commence par envahir la Mésopotamie et lorsque les légions romaines se présentent devant lui, il parvient à capturer l'empereur Valérien. La Syrie du Nord et l'Asie mineure est laissée sans défense et Shapur ravage la Cappadoce, laissant d'ailleurs un souvenir humiliant aux Romains. Et quant à Valérien, il s'agit du premier empereur romain capturé par un souverain étranger. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il advient de lui après sa capture. Il y a deux récits en fait. Le récit évidemment sassanide qui dit que le prisonnier a été traité selon son rang, hein, qu'il a été bien traité dans une prison dorée. Et on a un récit d'un historien chrétien qui l'a
nous dit que l'empereur Valérien a subi beaucoup d'humiliations en captivité, hein, qu'il a dû servir de marchepied notamment à Chapour Ier quand il a dû monter sur son cheval et qu'il a d'ailleurs été exécuté peu de temps après, mais dans les faits, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il advient, de l'empereur Valérien. Alors à la fin de son règne, Chapour, I en 272, hein, contrôle un territoire qui s'étend de l'Arménie, de la Mésopotamie d'ailleurs à l'Indus, hein, pour vous dire. Alors ne prenez pas en compte, hein, cette petite zone en bleu clair, on y reviendra plus tard. Voilà donc, là les limites de l'empire de Chapour Ier, voilà, l'Arménie est dans sa possession. Il a même, fait une petite expédition en Cappadoce, hein, c'est pour vous dire et il a ravagé la Syrie, donc il possède en fait cette région-là, la Mésopotamie et jusqu'aux rives de l'Indus. Voilà pour ce premier apogée territorial, que connaît, l'empire sassanide. Je dis bien premier parce qu'après vous verrez qu'il y aura d'autres conquêtes, hein. Mais voilà, d'éternels conflits dynastiques, hein, combinés d'ailleurs à la politique agressive de l'empereur Dioclétien, hein, qui réussit à maintenir une sorte de stabilité dans l'Empire romain grâce à la tétrarchie. Il se montre donc très agressif face aux Sassanides. Voilà, ils vont devoir, aboutir à un traité humiliant d'ailleurs pour les Sassanides, puisqu'au terme du traité de Nizib signé en 297, les Sassanides doivent céder l'Arménie ainsi que quelques provinces à l'est du fleuve Tigre. Et donc il va falloir attendre un second âge d'or sous Chapour II pour que les Sassanides récupèrent l'Arménie en 338. Donc les tensions entre les Romains et les Sassanides vont s'apaiser pour un temps assez long grâce à un traité de paix signé entre Chapour III et Théodose Ier. Les deux empires en fait doivent bientôt faire face à de redoutables ennemis. Alors la menace unique, hein, pour les Romains avec les expéditions d'Attila qu'on connaît très bien, et bientôt, hein, les Hephthalites pour les Sassanides que l'on connaît aussi sous le nom de Huns blancs, voilà. Alors bien que les sources sur les conflits entre les Hephthalites et les Sassanides soient très maigres, nous savons qu'au 5e siècle, les Hephthalites deviennent en fait des adversaires redoutables sur les frontières orientales de l'Empire sassanide. Et le règne de Péroze Ier est marqué d'ailleurs par deux grands revers contre les Hephthalites. En 465, le roi est fait prisonnier et doit verser une grande rançon pour racheter sa liberté. L'Empire sassanide va même se retrouver en situation de dépendance tributaire face aux Hephthalites. Alors en 484, Péroze va lancer une expédition face aux Hephthalites, mais c'est un désastre et le roi est tué. L'est de l'Iran est livré au pillage. Alors ces invasions combinées aux famines répétées vont plonger l'Empire sassanide dans une crise profonde, dont les révoltes, hein, du très connu Mazdak, qui est initiateur d'un courant religieux qu'on appelle le mazdakisme, hein, qui a d'ailleurs beaucoup de similarités avec la religion mazdéenne, mais également avec certains éléments repris du culte de Mitra notamment, aussi quelques éléments repris du catholicisme. Voilà pour ce courant qu'on appelle le mazdakisme. En fait, les révoltes de Mazdak vont être assez rapidement noyées dans le sang par Khadave Ier, bien que son mouvement va lui survivre. Mais ces révoltes vont être noyées dans le sang par Khadave Ier et par Usraf Ier au début du VIe siècle. Alors Usraf Ier va opérer alors une profonde réforme de l'Empire, lui permettant ainsi de renouer avec le calme et de détruire l'Empire hephtalite. Il rompt d'ailleurs la paix éternelle avec Byzance pour en conclure une autre beaucoup plus avantageuse. Et c'est à cette époque que l'Empire sassanide connaît un développement culturel sans précédent, avec notamment, comme je le disais, la mise par écrit des textes de l'Avesta, des routes commerciales qui sont réparées, hein, parce que les Hephthalites avaient causé beaucoup de dommages aux infrastructures perses, et également de nouvelles villes qui sont fondées. Et donc le règne d'Usraf Ier correspond ainsi à un nouvel âge d'or de l'Empire sassanide. Et en admirateur de son père, hein, son petit-fils Usraf II tente de profiter de la réforme de l'Empire pour enfin renouer avec les frontières de l'Empire achéménide. Alors il va déclarer la guerre aux Byzantins, qui est en prise à des conflits internes, et va s'emparer d'une grande partie de l'Égypte et de l'Asie mineure, hein, et va même jusqu'à mettre la pression devant Constantinople, hein, comme vous le voyez, hein, sur le diaporama. Alors, pour vous dire qu'il n'a jamais été aussi près de rétablir les frontières achéménides, hein, puisque l'Égypte est en sa possession, l'Anatolie va quasiment tomber,
c'est une sorte de dernier apogée territorial de l'Empire sassanide. Mais en fait, la riposte de l'empereur byzantin Héraclius le contraint à abandonner tous les territoires conquis, hein, l'Égypte comprise d'ailleurs, et la mort d'Usraf II va plonger finalement l'Empire sassanide épuisé, hein, par la guerre, dans un désordre qui sera rythmé par des crises de succession, des incursions de nomades, hein, sur les frontières ouest, hein, ne les oublions pas, et les Sassanides, ne sont, dès lors bien plus en mesure, hein, de s'opposer à la conquête musulmane de la Perse qui s'étale de 633 à 654.